Proginé de Suzanne Samanchi. Traduction Mustapha Babayégit. La repentie dénonciatrice. Aujourd'hui, c'est le Nowruz, notre fête de Nouvel An. Le terrain vague d'en face déborde de gens. Moi aussi j'aurais voulu y aller, mais je sais que personne ne m'adressera la parole. En espérant qu'elle m'inviterait, j'ai appelé une seule fois, Bérivan. Elle m'a dévisagé et a ricané sournoisement. Quand nous ne sommes que les deux, elle me traite bien. Par contre, en présence des autres, je ne sais pas trop comment le dire, mais elle devient bizarre. Pourquoi ces gens se comportent-ils ainsi? Ils ont de la chance. Le temps s'est amélioré. Ils pourront fêter le jour de l'an tout à l'heure. Bérivan, tu es une hypocrite. Tu crois que moi, je ne te connais pas assez? Si tu danses maintenant notre farandole, c'est uniquement pour te trouver un mari. Tiens, quel rire, ma foi! Elle prend Baguère par le bras et le cajole. Mais danser la farandole n'est qu'un jeu d'enfant, à côté de prendre le maquis. Oserais-tu le faire seulement? Lorsque par grand froid nous traversions la rivière, je sentais que mes mains et mes pieds se déchiraient au frottement des blocs de glace. Je comptais sur la neige luisante les taches formées par les gouttes de sang de mes menstrues. Je pleurais en cachette pour oublier ma douleur. Mes cils se givraient. Mais c'était encore pire si par-dessus le marché l'on avait ses règles. J'avais envie de me réfugier dans la tiédeur de mon entrejambe. Pendant que des moineaux de neige tournoyaient sur nos têtes, des loups bien nourris défilaient devant nous. Le plus dur, c'était d'attendre interminablement dans nos cachettes sans rien faire. Alors je parlais toute seule comme une folle. Est-il facile d'ingurgiter une poignée de gâteaux de farine moisie? Comment supporter l'agonie des copains qui gémissaient sans cesse? Je n'ai aucune raison de mentir. J'avais une peur bleue de mourir. Chez nous, tout le monde me hait. Même les objets sont mes ennemis. Ma mère n'arrête pas de me dire « Nous ne pouvons plus sortir dans la rue par ta faute ». Quant à mon père, lorsqu'il me rencontre, il crache par terre et me traite de putain. Est-ce vraiment un crime impardonnable de perdre tout son courage, de se repentir? Que Dieu veuille me pardonner. Serait-il vraiment équitable que Bérivan continue à jouer de ses fesses et à draguer Baguère, tandis que moi je serais déjà morte et enterrée? Pourquoi diable? N'est-ce pas qu'il est bon de vivre malgré tout? Ma mère est assise sur la terrasse et pleurniche en regardant la foule. J'ai peur de passer devant elle. Il y a quelques jours, elle m'a si violemment battu avec un morceau de bois que j'ai entendu craquer mes côtes. En réalité, je suis plus costaude qu'elle. Si je voulais la battre, je le pourrais. Mais je n'oserais jamais le faire. Ma mère ne m'a jamais aimé. À mon adolescence, quand mes seins ont commencé à pousser, je mettais des chemisettes amples pour les cacher. Au hammam, lorsqu'elle me frottait le dos avec un gant, elle me disait « Tu m'as déjà rattrapé » et elle pinçait mes chairs. Elle n'était jamais satisfaite de tout ce que je faisais. Elle n'arrêtait pas de me traiter de maladroite, débraillée et crasseuse. Elle me disait « Je sais pertinemment que lorsque tu te marieras et que tu iras habiter chez ton mari, tu seras la risée de tout le monde, tu nous feras honte. » Mon père, installé derrière le poêle, se contentait de rire sous cape. D'ailleurs, comme ma mère est belle, il lui obéit au doigt et à l'œil. Ma mère adore se regarder dans la glace tout en tressant ses cheveux. Elle me dévisage et me dit en riant « Ce n'est pas de ta faute si tu ressembles à tes tantes paternelles avec ton énorme nez. » Ensuite, elle m'énumère, en se glorifiant, les noms de tous les prétendants qui ont bravé la mort pour elle quand elle était jeune. Merwan le camionneur, Muslume le mercier, Réfik le secrétaire. Or personne ne m'a convoité, même pas Seitan. Voilà qu'ils ont mis le feu aux pneus. Ah, comme ils sentent mauvais, ils fument tout noir. Ne seraient-ils pas cinglés? Ils poussent des cris de victoire tout en dansant la farandole dans la fumée. J'entends la voix de ma mère. Elle n'arrête pas d'égrener ses malédictions. Je connais pertinemment le motif de cette hargne. Elle est furieuse, car elle n'a pas pu participer à la danse. De surcroît, Shéref le promoteur est là. Elle aimerait bien danser et tournoyer, parader devant lui. Mon Dieu, quel promoteur! Comment un ancien plâtrier pourrait-il d'un jour à l'autre devenir promoteur? Tous sont des voleurs. Shéref se teint toujours en noir foncé, et les cheveux et la moustache.
il est toujours rasé de près. Lorsqu'après s'être mis sur son 31, il s'installe dans son jardin devant son bassin pour faire le lézard, les femmes et même les filles en chaleur défilent devant le mur de son domaine. D'après les dires de Bérivan, Chéref rançonne tout le monde. Ne convoiterait-elle pas par hasard les faveurs de Chéref? Elle répète sans cesse que sa femme est laide. C'est une fille très coquette qui sait faire des cajoleries. Il est sûr que Bérivan ne mourra pas vieille fille. En tout cas, elle n'a pas encore mauvaise réputation. Par-dessus le marché, elle a aussi de longues jambes et un petit nez comme une noisette. Lorsque les vieilles mégères, marieuses du bled, viennent la voir, elle préfère se taire et elle sait avoir l'air innocente. Au moment de leur départ, elle accourt pour présenter à chacune ses chaussures. Mais après leur départ, elle se moque d'elle en disant « Vous allez voir comment je vais me trouver un mari ». Mais personne n'arrive à percer sa vraie nature vicieuse. Il n'y a que moi qui sais quel serpent elle est. Lorsqu'elle a aperçu Chéref, elle n'a pas un instant hésité à avancer vers lui et à se placer en tête de la file des danseurs et des danseuses. Elle a rejeté ses longs cheveux dans son dos en balançant ses épaules avec beaucoup de grâce. Avec sa chevelure qui voltige, elle ressemble tellement à une fée. Sale petite garce. Avant que je prenne le maquis, elle m'avait dit « Vas-y, je ne tarderai pas à te rejoindre. » Comme si c'était aussi facile que d'agiter son mouchoir à la tête de la file. Ses longs cheveux lisses se seraient transformés en pelotes grasses et gluantes, grouillons de poux. Ah, si elle était venue, elle aurait perdu le nord. Sa beauté serait devenue un souvenir lointain. Même Faté le mec s'est moqué de moi. Elle m'avait dit « Tu as vraiment choisi le meilleur moment pour venir, en plein dans la période de tes règles. » Bérivan m'avait dit que Faté n'avait jamais eu ses règles. Elle avait prétendu qu'elle était bisexuée, mi-femme, mi-homme. Que Dieu me pardonne, peut-on jamais pénétrer sa volonté? La nuit, mes oreilles résonnent. Je suis fatigué de compter les moutons. Il me semble que des insectes se promènent sur mon oreiller. Je commence à être mal à l'aise. L'image d'une ogresse nocturne qui arrive, sa lèvre supérieure atteignant le ciel, sa lèvre inférieure se traînant sur terre, et qui commence à mâchouiller un chewing-gum apparaît devant mes yeux. Plus elle mâchouille, plus la nuit rallonge dans sa bouche écumante. Finalement, elle bouffe mon sommeil. Je me lève et je commence à faire les 100 pas dans la chambre. J'écarte le rideau, j'aperçois la rue longue et étroite qui ressemble à un vieillard au visage plein de rides. Je commence à jouer au papa et à la maman. Dans ce jeu, les maisons que je vois sont des femmes et les arbres des enfants. Femmes, enfants, tous portent un nom. À la fin, je m'endors vers le petit matin. Alors ma mère pénètre dans ma chambre comme un éclair et elle me crie « Médine, fainéante, lève-toi vite! Il ne te manque que le dattier à l'ombre duquel tu pourrais te prélasser. Crois-tu qu'on a le droit de bouffer sans rien faire, même lorsqu'on habite chez son père ?» Quand, une fois tous les 40 ans, on cuit le poulet chez nous aussi, ma mère donne toujours les meilleurs morceaux à Ali et à mon père. Quant à moi, le coup du volatile m'échoit immanquablement. Et elle s'empiffre en cachette. Combien de fois ne l'ai-je pas surprise juste à côté de la casserole? Or, en faisant tout un cinéma, elle n'arrête pas de répéter à mon père « Je préfère que les enfants mangent à ma place. » Et mon père, à chaque coup, la croit naïvement. Si je la dénonçais à mon père, si je lui racontais qu'elle n'arrête pas de minauder chaque fois qu'elle revoit Chéref, mais je ne peux pas le faire, il ne me croira jamais. D'ailleurs, personne ne me croit plus. Ils franchissent les flammes en sautant. Moi aussi je le faisais autrefois. Nous faisions des vœux. À cette époque j'étais amoureuse de Seitan. La lumière des flammes se reflétait sur nos visages, et nous nous regardions comme figés. Je ne sais vraiment pas si Seitan était aussi amoureux de moi. D'après les dires de Bérivan, Seitan aussi aurait été tué. Il paraît qu'ils ont retrouvé son cadavre au bord du fleuve. Ils poussent leurs cris de victoire si fort qu'ils risquent de se déchirer les cordes vocales. Autrefois, moi aussi, je poussais des cris de victoire, comme eux. Bérivan est un serpent. Maintenant, elle distribue du sirop. Qui sait si elle n'a pas préparé ce sirop en faisant psalmodier des formules cabalistiques à une vieille mégère, afin qu'elle puisse trouver par magie un mari le plus tôt possible. D'ailleurs, il n'est pas impossible qu'elle en trouve non pas un seul, mais 3 en même temps. Ma mère me dit
Même Chetto le fou ne voudrait pas de toi comme femme. Que vais-je devenir comme ça, toute seule? Lorsque je vais à l'épicerie, le vendeur de petits pains qui se trouve au coin de la rue me regarde et siffle après moi. Il est un peu âgé et chauve. Mais ce n'est pas grave. D'ailleurs, on dit que les hommes chauves sont plus virils. Lorsque j'en ai dit un mot à Berivan, elle n'a pas arrêté de rire pendant un long moment en se tordant la bouche. Elle a prétendu qu'il est lépreux, et que justement, c'est pour cette raison que sa femme avait perdu la raison. Menteuse. Elle a sûrement eu peur que le vendeur de petits pains ne demande ma main. Sa mère est aussi comme elle. Le jour où elle cuisine un bon repas, elle passe immanquablement nous voir et n'arrête pas de parler. Ma mère bougonne tout bas. Fille de parvenue. Je leur prépare le thé et me tiens dans un coin sans rien dire, sans bouger. Je sens que son plaisir augmente en me regardant. Je sais qu'à ce moment, elle me compare à sa fille et qu'elle trouve cette dernière beaucoup plus belle que moi. Elle dit en appuyant ses paroles de balancement de tête: les années passent comme l'eau qui coule. Pour une jeune fille à marier, la chance de trouver un mari ressemble à une pluie de printemps. Elle tombe un peu et elle s'arrête tout à coup. Ensuite, un sourire sournois couvre son visage. Elle se mord les lèvres et regarde devant elle. À ce moment précis, ma mère tourne la tête vers moi et me regarde d'un œil consterné. Moi aussi je suis navré, j'ai pitié de moi-même. Mes yeux se remplissent de larmes, mais je me retiens de pleurer. Je me calme enfin en caressant mon frère. Passer aux aveux, au poste de gendarme, c'est un crime, et pas des moindres. Mais résistez vous-même si vous en avez le courage. Si j'avais eu mon propre foyer, j'aurais tellement aimé mon mari. Nous serions allés dans une grande ville, j'aurais trouvé du travail, moi aussi, dans une usine par exemple. J'aurais changé de nom. Nous nous serions baladés sur la plage. Nous aurions nourri les oiseaux, et nous-mêmes aurions mangé des petits pains. Je ne veux plus m'intéresser à ce que font les autres. Je ne pense plus qu'à mon propre salut. Neige, l'institutrice, me propose d'aller suivre des cours pour adultes l'année prochaine. Mais ma mère dit que nous n'avons pas d'argent. Lorsque j'ai dit que pour en gagner, je pourrais aller travailler dans les champs pour la cueillette des noisettes ou du coton, mon père a ricané et m'a dit en se moquant de moi: pourquoi pas? Tu trouveras peut-être même un mari. L'année prochaine, je me confectionnerai une robe de mariée, à queue en plus. Non, non, tout compte fait, je ne veux pas de queue. Finalement, ça ne m'intéresse pas. Pour les femmes des fonctionnaires, je confectionnerai au crochet des cordons en dentelle. Ensuite, quand j'aurai assez d'argent, j'irai voir le Hodja sorcier, qui porte chance aux filles à marier. Je me marierai rapidement, et alors Berivan en fera une jaunisse. Je ne veux pas plus de 2 enfants. Si j'ai un garçon, je l'appellerai Tanju, et si c'est une fille, Azena. Lorsque le directeur de la prison appelait sa fille, il lui disait: mon Azena, ma louve. Dans le dortoir de la prison, tout le monde lisait des livres. Ceux qui avaient de l'instruction avaient voix au chapitre. Moi aussi je lisais, mais je ne comprenais rien. Le livre s'intitulait La pomme rouge, mais son sujet n'avait rien à voir avec la pomme. Alors je faisais semblant de lire. Mais où sont donc passés ces policiers? Pourquoi ne disperseraient-ils pas cette foule? Ils font des signes de victoire et lancent des slogans. Ma mère, toujours sur la terrasse, bâtit des châteaux en Espagne. J'ai faim, j'ai l'estomac dans les talons, mais je n'arrive rien à avaler. Je rends immédiatement tout ce que je mange. Ceux-là ne sont-ils pas encore fatigués? Même la grosse caisse a crevé, et cette Berivan continue de tournoyer au milieu de tout le monde. Maintenant, elle a commencé à danser avec les hommes notre danse traditionnelle, le tchépik. Ses longs cheveux voltigent dans tous les sens. Baguère tournoie comme un bourdon autour d'elle. Sheriff aussi la regarde en roulant une cigarette. Que le diable t'emporte donc. Nathan, je vais te dénoncer. Une fois en prison, tes cheveux seront coupés et joncheront le sol devant toi. Ton visage blêmira de peur et de maladie. Je ne peux pas te pardonner. Tu m'as détruite. Et maintenant tu minaudes dans ma présence. Toi aussi tu vas soupirer après un mari. Attends, je vais téléphoner. Alors tu verras, toi aussi. Allô, allô, allô. Ah, finalement je me sens libéré. Serpent venimeux.